Bonjour, merci tout d'abord à Jean-Louis Cohen pour cette invitation et d'être aussi dans ce lieu tout à fait prestigieux. Mon intervention portera sur le plan général de la reconstruction de Moscou de 1935, qui est un plan de référence, au moins jusqu'à la fin des années 50, non seulement pour la ville de Moscou, mais également pour d'autres villes de l'URSS et de l'ancien bloc de l'Est. J'organiserai mon propos autour de deux questions principales. Tout d'abord, quels sont les choix et les préférences attestées de l'acteur politique, en l'occurrence ici Joseph Staline et Lazar Kaganovitch, que l'on voit ici côte à côte sur ce fond de la vue aérienne de la future Moscou, et puis dans quelle mesure ces choix ont été subis ou au contraire ont pu être aussi accompagnés par les architectes. Avant d'y répondre, quelles sont les grandes lignes de ce projet? Adopté le 10 juillet 1935 par Staline et Molotov, le plan va être publié et diffusé sur plusieurs supports. Petit souci de passage de diapositive. Les revues d'architecture, dont la revue Architecture de l'URSS, l'ouvrage de 1936 avec, comme vous pouvez voir en couverture, ces portraits de Staline et de Lénine, et à l'intérieur la publication exhaustive du texte de la résolution, ou encore, moins connu, Moscou en reconstruction, un luxueux album publié en 1938 et maquetté notamment par les artistes Alexandre Rodchenko et Varvara Stepanova. Une grande partie d'images que je vais présenter aujourd'hui vont être issues de cet album. Alors, le plan part de la conservation et du prolongement de la structure radioconcentrique de la ville dans un territoire qui, comme on peut le voir ici, double de surface, passant de 30 000 à 60 000 hectares pour une population dont l'accroissement est prévu de 3 à 5 millions d'habitants. On voit ici sur ce plan un rééquilibrage vers le sud, alors que la ville avait tendance à se décentrer vers le nord. Le mode opératoire qui va être choisi est l'élargissement des voies, comme on peut le voir sur ce plan, avec également le percement de quelques nouvelles radiales et circulaires. Le doublement de surface vise également à dédensifier le centre historique avec une répartition plus égale du bâti sur l'ensemble du nouveau territoire urbain et avec une prévision de 400 habitants à l'hectare au lieu de 1000 habitants à l'hectare telles qu'elles étaient dans les limites de l'anneau historique de Sadove-Kaltso, l'anneau des jardins. Donc, le déploiement des nouveaux quartiers bâtis se fait essentiellement vers la direction sud-ouest. Le projet, c'est aussi un nouveau système végétal, même si on ne le voit pas sur cette carte. La ville est censée être entourée d'une ceinture végétale où aucune construction ne sera admise. Et dans le périmètre de la ville sont intégrés les anciens bois qui vont être reliés avec le centre par des pénétrantes vertes, et également sont créés tout un réseau de parcs de culture et de repos, et autre élément va être végétalisé l'intérieur des nouveaux îlots. Système que l'on voit mieux encore sur cette vue perspective, sur laquelle apparaît également l'importance que va prendre dans ce projet le fleuve Moskova. Cette augmentation de la surface végétale est encore mieux visible sur ces représentations, où en bas, on voit cette ligne de répartition du végétal, du tissu bâti, de l'espace dévolu à l'eau, des réseaux ferrés et de l'agriculture en 1935, et en haut, l'augmentation de la surface végétale telle qu'elle est prévue pour l'année 1945, et l'application sur la zone sud-ouest, comme on peut le voir ici, avec également
le changement important de nature de tissu urbain. Le projet, c'est aussi le système d'eau, avec la création du canal Moskova-Volga, qui est censé faire de Moscou la ville aux 5 ports, dans laquelle le bassin fluvial serait le plus important des villes européennes, comme on peut le voir ici avec ces schémas où Moscou futur est représenté par son palais des soviets, qui se trouve du coup très loin devant Paris avec sa tour Eiffel. Et ici, dans une représentation empruntant au vocabulaire des isotypes, l'augmentation drastique de l'adduction d'eau. Autre élément essentiel du projet est celui de la simplification du réseau viaire, avec la suppression des croisements des voies englobés dans un nouveau découpage à îlot de 500 mètres de long et le changement de gabarit, où l'on va passer des voies de 15-18 mètres de largeur et à des voies de 60 mètres et plus, et d'une hauteur de moyenne de 2 à 3 étages à 6-7 étages et plus sur les voies les plus importantes. Le nouveau quartal, c'est-à-dire le nouveau îlot, est prévu pour une dimension de 9 à 15 hectares, donc par absorption dans le centre historique des îlots existants et par création dans les nouveaux quartiers. Et il doit être bâti de manière périmétrale autour d'un ou plusieurs squares dont certains communiquent entre eux. Donc, cette nouvelle unité bâtie, ses voies élargies et redressées marquent le retour à la notion d'ensemble urbain avec la valeur retrouvée de la façade urbaine continue et des perspectives menant vers les monuments marquants dont le Palais des Soviets va devenir évidemment le point focal. Alors, ces représentations, de préférence en vue aérienne, accentuent encore cette vision d'ensemble. Enfin, et ceci n'apparaît pas dans la résolution de 1935, mais est discuté dans les pages des revues professionnelles, le plan du logement change radicalement. Là, c'est encore quelques vues aériennes. Donc, le plan de logement change radicalement, abandonnant les recherches du logement minimum telles qu'elles ont pu être menées durant les années 20, puisqu'il y avait ce projet de collectivisation du mode de vie, où certaines fonctions, notamment le repas, étaient externalisées. Désormais, la famille, dont l'éclatement imminent était auparavant annoncé, retrouve ses lettres de noblesse. L'appartement redevient, tout au moins dans les projets dessinés, unifamilial, et il comporte une grande entrée, de grandes pièces distribuées par un couloir, et on voit même ici, sur ce décalque qui a été fait par Anatole Kopp, une pièce réservée à une bonne. Quant à l'aménagement intérieur, avec ses rideaux, napperons, coussins, plantes vertes, tapis, pianos, son mobilier également en bois ouvragé, comme on peut voir sur ces planches, le papier peint, les moulures, ce sont autant d'éléments qui, quelques années plus tôt, auraient été critiqués pour leur esprit petit bourgeois. Qu'en est-il maintenant de l'acteur politique dans la conception de ce projet ? La paternité de Staline a maintes fois été rappelée et illustrée, tout comme son intervention directe dans la réalisation. Ainsi, en 1937, le président du Mossoviet Nikolaï Boulganine déclare « Nous appelons le plan de reconstruction de Moscou le plan stalinien, non seulement parce qu'il reflète en lui l'époque stalinienne, mais aussi parce que le camarade Staline a dirigé l'élaboration de ce plan et a participé de manière la plus proche et immédiate à son étude. » Ceci est évidemment véhiculé à travers les images, comme par exemple ici en 1939, ou là en 1952, où on voit d'ailleurs en perspective un des bâtiments de grande hauteur qui sera élevé à la fin de la période stalinienne, ou encore sur cette célèbre photo de la visite du chantier du canal Moskova-Volga avec le sanguinaire chef du NKVD Yezhov qui disparaît de l'image en 1938, comme on peut le voir à droite. Alors, mais qu'en est-il en réalité? Quel a été le degré de cette intervention de Staline et autour de quels objets s'est-il surtout manifesté?
Alors, il serait important de préciser que si le projet est passé à la postérité sous le nom de plan stalinien, sa paternité est encore à ce jour en discussion. Deux concepteurs auraient simultanément, ou même pas auraient, mais ont simultanément dirigé son élaboration. L'architecte allemand Kurt Mayer, installé en URSS depuis le début des années 30, et l'urbaniste Vladimir Semyonov, à qui l'on doit le premier manuel d'urbanisme, l'aménagement des villes, publié en 1912. Semyonov a aussi été un acteur important d'importation du modèle de la cité-jardin, puisqu'il a travaillé durant 5 ans aux côtés de d'Unwin. Dans un récent ouvrage paru en 2016 sous la plume de Harald Bodenschatz et Thomas Flirn, Kurt Mayer est présenté comme le principal concepteur du plan de Moscou. Ici, on le voit présenter le projet en 1935. Alors, si l'on revient en arrière, lors du concours pour l'aménagement de Moscou de 1932, la proposition de Kurt Mayer, ici, est examinée à côté de celle de 6 autres concurrents et également de la proposition de Le Corbusier, qui ne participe pas au concours, mais dont le projet qu'il avait envoyé en 1930 est réexaminé à cette occasion. On voit ici ces 8 propositions remises dans le même mode de représentation schématique, avec distinguées les zones d'habitat, les zones d'industrie, les zones de centre administratif. Propositions que l'on peut classer en 2 familles, c'est les 4 à gauche qui tiennent plus ou moins compte de la structure historique de la ville, la structure radioconcentrique, dont on retient d'ailleurs bien davantage les radiales que les anneaux, et celles à droite qui s'en affranchissent totalement. Disons au passage que si ces propositions ont été ensuite taxées de schématisme, la consultation des archives montre qu'elles comportaient chacune 8 planches détaillées, comme on peut le voir par exemple ici pour l'une d'entre elles de l'équipe Ernst May, le schéma des aménagements verts, ou encore ici pour Kurt Mayer, 2 de ces planches, dont à droite les propositions pour le tracé du métro. Kurt Mayer et Vladimir Semyonov ont été mandatés dès 1931 pour élaborer les propositions avec leurs équipes respectives de la section du foncier de Moscou, mais c'est bien Vladimir Semyonov, dont la proposition de 1931 n'est pas examinée lors du concours de 1932, qui va apparaître lors de cette expertise en fait, des projets présentés comme juge. Il va diriger de 1932 à 1934 l'élaboration du plan, avec une équipe dont d'ailleurs certains membres sont les mêmes que ceux de l'équipe de Mayer. Voilà, la proposition qui est formulée en 1933, on a très peu de documents graphiques pour cette proposition, mais tous les textes de proposition et de l'expertise. Et à partir de 1934, il sera écarté de cette direction au profit de son beau-frère, Sergei Tchernychev, après un différend qu'il avait opposé à Kaganovitch. Il ne fait cependant aucun doute que c'est bien Kurt Mayer qui propose un rééquilibrage du plan vers le sud-ouest, comme on peut le voir ici sur cette image à gauche. En revanche, sa proposition très forte de créer des voies tangentes à la structure radioconcentrique ne sera pas retenue. Et d'ailleurs, on peut dire que s'il l'avait été, probablement cela aurait évité le problème de congestion de trafic que Moscou connaît aujourd'hui en ayant choisi cette structure radioconcentrique, d'amplifier cette structure. Mais revenons à Staline. La correspondance entre Kaganovitch et Staline, pendant d'assez longues périodes d'absence de Staline à Sotchi, permet de relativiser quelque peu l'importance de son apport dans la conception du plan. En effet, entre 1931 et 1936, c'est-à-dire la période du travail le plus intense sur le plan de reconstruction Moscou, sur 862 lettres échangées, 13 concernent Moscou, une seulement évoque son plan et 2 portent sur des objets particuliers, le concours du palais des Soviets et la destruction d'une tour du XVIIe siècle. Donc c'est sur ces 2 objets que je vais m'arrêter un petit peu.
Donc, la décision de construire le palais des Soviets, déjà émise par Kirov dès les années 20, se concrétise avec le choix du site en face du Kremlin, site occupé par le temple du Christ Sauveur, monument qui a été inauguré en 1883 en mémoire de la victoire de la Russie sur Napoléon. Pour dégager le terrain, le temple va être dynamité en 1931 et en 1932 se tient le concours pour le Palais des Soviets, la même année donc que le concours pour Moscou. C'est au sujet du choix du lauréat que Staline répond longuement à la sollicitation de Kaganovitch. De tous les plans du Palais des Soviets, le plan de Iofan est le meilleur. Le projet de Joltovski fait penser à l'Arche de Noé. Le projet de Chusev, c'est le même temple du Christ Sauveur, mais sans croix, pour le moment. Il est probable que Chusev espère ajouter par la suite une croix. Alors, Chusev, Joltovski sont des architectes importants, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, qui ont déjà une importance avant la Révolution, et cette pique qu'il envoie contre Chusev s'explique par le fait qu'avant la Révolution, et avant donc aussi de devenir le célèbre architecte du mausolée de Lénine, Chusev avait réalisé de nombreuses églises. Puis ensuite, Staline formule des propositions tout à fait concrètes, dont le couronnement du palais avec une colonne sur laquelle serait posée une faucille et un marteau éclairé par l'intérieur, ce qui permettrait aussi au palais d'être plus haut que la tour Eiffel. Et il propose, à côté du palais, de poser des monuments à Marx, Engels et Lénine. Finalement, on va procéder, ici donc à gauche, on voit justement la proposition de Boris Iofan, qu'en sens donc Staline, mais par la suite, on va faire un mariage de force entre deux projets, le projet de Boris Iofan à gauche, le projet des Léningradois Gelfreich et Shuko à droite, pratique qui est tout à fait courante. On a déjà vu d'ailleurs avec Mayer et Semyonov, cette pratique de mariage entre différents projets va se poursuivre tout au long de cette période. D'ailleurs, au sein de l'atelier en charge du projet du Palais des Soviets, le fait d'avoir marié ces deux projets va engendrer une ambiance particulièrement tendue. L'équipe léningradoise vient au complet et va travailler aux côtés de l'équipe moscovite. Et comme les deux ne s'apprécient pas tellement, chacun va travailler dans son coin et se cachant leurs dessins. Le projet donc mutera vers ces versions successives, il y en a énormément, je n'en montre que deux, avec pour couronnement non plus, évidemment ici, comme vous le voyez, une faucille et un marteau, mais la statue de Lénine de 70 mètres de haut, qui va bien assurer à l'édifice le devenir du plus haut bâtiment du monde, et non seulement plus haut que la tour Eiffel. Alors, si le bâtiment ne sera jamais réalisé, l'atelier va fonctionner bien jusqu'en 1953, avec à sa tête Boris Iofan, que l'on voit ici sur fond de ces projets, toujours du projet du Palais des Soviets, avec à gauche ces vues, majestueuses vues intérieures, et nombre de ses membres, que l'on voit ici couchés sur les tables pour arriver à peindre les grandes perspectives du Palais des Soviets, travailleront sur les 7 bâtiments de grande hauteur qui seront élevés quelques années plus tard, entre 1948 et 1953. Le second objet d'intervention explicite de Staline est la tour Soukhrevskaya, qui est une tour, donc, comme je le disais, de XVIIe siècle, que Staline décide de démolir afin de laisser place nette à la circulation et au défilé. Il faut dire que cette tour se trouve aussi sur une place qui accueille un grand marché, symbole de cette Moscou marchande que l'on veut absolument démolir. L'annonce de la démolition va paraître dans le journal Rabochaya Gazeta le 17 août 1933, Rabochaya Gazeta, journal ouvrier, et va émouvoir très fortement la communauté architecturale et artistique, dont les architectes Chusev, Fomin et l'historien Grabal. Une lettre collective va être adressée à Lazar Kaganovitch, qui, depuis 1932, préside la commission à l'architecture et au plan. Et dans cette lettre, donc, ces différents acteurs lui demandent d'intervenir auprès de Staline. Ce qu'il fait, mais il reçoit un refus catégorique. Les architectes qui protestent, écrit Staline, sont aveugles et sans perspective. Bon, évidemment, après ça, c'est un petit peu difficile d'insister, donc Kaganovitch demande seulement
à Staline de patienter avec l'annonce du refus, puisque lui, entre-temps, a demandé aux architectes d'envoyer un projet permettant de restructurer la tour afin de permettre cette circulation continue. Ce qu'ils font, donc ils voient ce projet, on voit ces arcades au rez-de-chaussée de la tour qui permettent la fluidité de la circulation. Et bon, Staline, ça ne le dérange évidemment pas du tout qu'il patiente, et donc il écrit « Je ne vous presse pas », et la tour sera évidemment démolie, comme on peut le voir sur cette image issue de l'ouvrage de Moscou en reconstruction, avec ici cette petite fenêtre qui s'ouvre sous laquelle on voit le marché grouillant sous le lisse bitume de la nouvelle place. Alors, si c'est bien Staline qui a toujours le dernier mot, il apparaît que Kaganovitch suggère bien des choix, exprime des préférences et va jusqu'à même se permettre, dans une des lettres, de préciser à Staline ce que signifie une ville radioconcentrique, radiale et anneau, même si visiblement Staline ne le savait pas. Mais c'est surtout à travers sa fonction de président de la commission à l'architecture et au plan, dont on conserve les sténogrammes des réunions, qu'on arrive à suivre l'expression de ses opinions, mais aussi les changements qui vont s'opérer. Il faut dire que la proximité de Kaganovitch avec le milieu architectural est aussi familiale, puisque sa fille, Maya, intègre l'Institut d'architecture au même moment, au milieu des années 30. Petit détail d'ailleurs, elle rentre à l'Institut d'architecture via la faculté ouvrière, tout comme ses camarades de classe, les fils de Kuybyshev et Khrouchtchev. Alors, cette présence assurait d'ailleurs à leurs condisciples, dont certains étaient quand même issus du milieu populaire, des avantages matériels certains, comme s'en souviennent quelques acteurs qui sont encore en vie. En 1936, est nommé à la tête de l'Institut d'architecture Ivan Joltovski, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et du coup, Ivan Joltovski va être le directeur de Maya Kaganovitch et aussi son enseignant adulé. La position de Kaganovitch évolue et se précise entre 1931 et 1935 au fur et à mesure où les projets sortent de terre. Ainsi, il commence par développer un argumentaire sur la non-existence d'un modèle urbain ou architectural qui serait socialiste. Pour mettre fin au débat qui a eu lieu à la fin des années 20 sur la ville socialiste, il déclare en 1931, excusez-moi, j'avais oublié cette image de Kaganovitch qu'on voit ici sur fond du plan de Moscou à gauche, et en tant qu'acteur important dans la construction du métro de Moscou. Donc, en 1931, il met fin à ce débat sur la ville socialiste en disant « Du point de vue social et politique, les villes de l'URSS sont déjà socialistes. Nier le caractère socialiste de nos villes, c'est partir d'un point de vue tout à fait faux, menchevique. » Et une année plus tard, en 1932, il déclare « Nous ne pouvons plus aujourd'hui, en nous basant sur le fait que la ville féodale s'est développée de manière concentrique, en déduire qu'il faut détruire la ville féodale, parce que le féodalisme est en contradiction avec le communisme et le socialisme. Certains considèrent que puisque nous avons à Moscou un système radioconcentrique, au nom du communisme pur, il faut tout envoyer au diable. C'est une approche fausse, erronée, schématique, abstraite, sans aucune prise en compte de la réalité concrète. Alors, dès lors, pourquoi ne pas emprunter aux sources variées? Et dans ces sources variées, on retrouve l'urbanisme haussmannien, on retrouve les plans en échiquier, l'architecture religieuse russe, essentiellement du Nord, des éléments d'américanisme et également le confort apporté par le capitalisme. Alors, sur ce dernier point, sur la question du confort, encore une citation. En 1932, toujours, Kaganovitch dit « Nous n'avons jamais rejeté la technique bourgeoise de l'économie communale. Nous n'avons pas rejeté le fait qu'un appartement confortable et une belle maison, une circulation commode, tout ce qui soulage la vie du peuple a été inventé à l'étranger. Mais nous devons le prendre aux personnes isolées pour qu'ils deviennent accessibles aux millions, deviennent accessibles au peuple. » Donc il en ressortirait presque une absence d'indication, mis à part de puiser à toutes les sources. Alors cette ouverture et tolérance ne sont cependant qu'apparentes, et au fil du temps,
on voit Kaganovich affirmer une très nette préférence pour l'architecture classique, qui plus est pour l'architecture de l'Antiquité romaine. Il apparaît également clairement qu'il nourrit le goût pour une architecture habillée, une architecture décorée. Ainsi, en 1934, donc 2 ans plus tard, il va dire « On dit que la forme nue, les boîtes nues, c'est le principe du prolétariat. Cependant, le prolétariat ne se promène pas nu. Il met une petite cravate, une veste, un pantalon et tout le reste. Et quand il a mis un costume plus propre, il marche avec plus de joie. » Donc ce désamour de l'architecture nue, de l'architecture sans décor, telle qu'elle a pu être construite durant la décennie précédente, trouve son illustration dans la critique que Kaganovich va faire de 2 bâtiments majeurs des années 20, le Narkomfin de Moïsseï Ginzburg et Ignatie Milinis, et le Centre Soyouz de Le Corbusier et Nicolas Colli, bâtiment qui est encore en cours de construction. Les nouveaux tracés des voies vont leur donner une nouvelle visibilité. Et alors Kaganovich ironise. Le bâtiment de Narkomfin va décorer la rue, alors ce qui va provoquer des rires dans la salle, si on s'en tient au sténogramme. Le bâtiment de Le Corbusier va également donner dans la rue Kirovskaya. Ce serait pas mal de le recouvrir. Et dans la salle, donc quelqu'un le reprend, enfin quelqu'un réagit quand même. C'est un bâtiment expérimental, ce à quoi Kaganovich répond. Il est expérimental, mais il n'élève pas l'esprit de l'homme. Quand tu le regardes, ce n'est qu'une grosse truie engraissée, posée sur de courtes pattes. Comment peut-il élever la création? Je suis certain que Le Corbusier n'a bâti nulle part ailleurs de telles maisons. Il aurait mieux fait d'expérimenter sur de petites maisonnettes alors qu'il a construit un grand bâtiment au centre. Et Sergei Tchernychev, qui est alors déjà aux manettes donc, du plan de Moscou, après Semyonov, renchérit. Lorsque j'ai été à Paris, je n'ai pas trouvé de maison de Le Corbusier. Et chez nous non plus, tout le monde n'était pas en admiration devant le projet de ce bâtiment. Lorsqu'il était soumis à la discussion de l'expertise auprès du comité de construction, ce projet était reçu négativement. Donc ceci nous ramène directement à la question du rôle des architectes. Dans quelle mesure ont-ils subi ou adhéré au système? Dans quelle mesure ont-ils contribué aussi à former ou orienter les goûts de l'acteur politique? Alors, parmi ces architectes, il faut distinguer ce que Kaganovich lui-même nommait ironiquement les léviathans de l'architecture. Les 3 architectes pétersbourgeois sensiblement de la même génération, Ivan Joltovski, à gauche, Alexis Chusev et Ivan Fomin. Le premier, comme je l'ai déjà dit, du fait de sa position de directeur artistique de l'Institut d'architecture, joue incontestablement le rôle de conseiller de Kaganovich. Alors, compte tenu de leurs âges, ces 3 architectes avaient déjà une pratique architecturale affirmée avant la Révolution. Ils avaient déjà tous construit ou participé à des grands projets d'urbanisme et surtout avaient déjà opéré le retour à la référence classique durant la première décennie du XXe siècle, notamment autour du projet de Pétersbourg. Alors, cette proximité ancienne, mais également l'arrivée massive des architectes de l'école pétersbourgeoise durant la seconde moitié des années 20 explique, autant que le goût de l'acteur politique, la facilité avec laquelle ce modèle de ville et d'architecture néoclassique l'a emporté dans la communauté architecturale. Alors, si l'on regarde leur production, c'est Joltovski qui apparaît le plus fidèle à la référence classique, puisque, mis à part l'usine Mogest, l'usine d'électricité que l'on voit ici, construite en 1927, et que l'on attribue d'ailleurs aujourd'hui davantage à l'influence de ces jeunes collaborateurs constructivistes, dont Andrei Bourov, on lit une vraie continuité stylistique avant et après la Révolution. C'est par ailleurs un des rares architectes à utiliser des colonnes dans ces bâtiments, et notamment dans ce bâtiment célèbre de la rue Mohavai, qui sera qualifié par Moïsseï Ginzburg de clou dans le cercueil du constructivisme. Alexei Chusev, essentiellement connu avant la Révolution, comme je l'ai déjà dit, comme architecte des églises, mais également connu... pardon, excusez-moi, parce que j'ai inversé là. Voilà.
Donc Alexei Chusev, essentiellement connu avant la Révolution comme l'auteur de la gare de Kazan, mais aussi comme je l'avais dit précédemment, de nombreuses églises, a une production plus contrastée qui semble davantage suivre le cours du temps. Ainsi, on voit en haut le sobre mausolée Lénine, le bâtiment du commissariat au peuple à l'agriculture Narkomzien, réalisé en 1933, qui a encore des éléments de l'architecture constructiviste, puis des bâtiments beaucoup plus classiques, dont le tristement célèbre siège du NKVD sur la place Loubianka. Enfin, je reviens en arrière, Ivan Fomin, un des acteurs importants du plan de Pétersbourg en 1910, du fait de sa mort précoce en 1936, contrairement aux deux autres acteurs qui ont une grande longévité, il n'a pas une œuvre construite très importante, tout au moins à Moscou, et elle marque cependant bien le passage entre les éléments d'architecture moderne, on peut le voir ici, le siège du NKPS en bas, et le bâtiment pour la société Dynamo en haut. On voit déjà ce retour, s'amorcer le retour à la monumentalité. Un autre trio pourrait être représenté par les architectes majeurs des années 20, Konstantin Melnikov, Ivan Leonidov et Moïsseï Ginzbourg. Comme tous les architectes, ils vont rejoindre les ateliers du Mossoviet, grande structure étatique qui met fin au groupement et s'organise en trois ateliers, en trois grandes unités plutôt, une unité d'architecture, une unité d'urbanisme et une unité du foncier. Et ils vont occuper tous des postes importants, tout au moins Melnikov et Ginzbourg, qui chacun, respectivement, donc, vont diriger des ateliers. Cependant, après avoir construit en 1936 son ultime œuvre, le garage de Intourist, bâtiment qui semble par sa forme tout à fait anachronique dans l'orientation stylistique qui est prise à l'époque, Melnikov va démissionner de son poste en 1937 et ne réalisera plus aucun projet. Il ne pourra pas enseigner non plus à l'Institut d'architecture. Il percevra cependant, et c'est peut-être important quand même à souligner, une pension jusqu'à la fin de sa vie. Moïsseï Ginzbourg va réaliser en 1935-37 ce monumental sanatorium à Kislovodsk, avec d'ailleurs Ivan Leonidov qui va intervenir pour la conception du tout aussi monumental escalier et également de quelques intérieurs, projet évidemment assez éloigné de la radicalité de leurs œuvres précédentes, leurs œuvres iconiques, le Narkomfine à gauche pour Ginzbourg, ou encore le projet de diplôme de Leonidov pour l'Institut Lénine. La même année 1935, Ginzbourg fait le projet pour le quartier Krasny Kameny, ça veut dire pierre rouge, pour la ville de Nijni Tagil, avec un plan qui présente une composition axiale et un bâti organisé en îlot, là encore assez éloigné des principes d'implantation libre défendus durant les années 20, notamment en tant que traduction spatiale de la nationalisation du sol. Par la suite, durant la guerre et jusqu'à la mort en 1946, Ginzbourg trouvera refuge, comme d'ailleurs d'autres anciens constructivistes, dans l'architecture industrielle où il arrivera à poursuivre notamment ses recherches sur la typologie et l'économie de la construction entreprises durant les années 20. Quant à Leonidov, il fera quelques aménagements intérieurs, mais subsistera surtout en tant que maquettiste. Jusqu'à sa mort, en 1959, il travaillera par ailleurs sur son projet de ville idéale, la ville du Soleil, projet qu'il fera, pour reprendre les termes que Jean-Louis Cohen a évoqués dans son introduction, pour le tiroir. Il est à noter que Ivan Joltovski, le classique, le palladianiste Ivan Joltovski, jouera un rôle protecteur vis-à-vis de Melnikov et de Leonidov, écrivant des références pour Melnikov et donnant du travail à Leonidov, se servant en quelque sorte de la protection dont lui-même pouvait jouir auprès de l'acteur politique. Le tableau donc, des relations entre l'acteur politique et l'architecte apparaît donc bien plus complexe que la vision de la verticale du pouvoir que l'on a souvent mis en avant. Alors, beaucoup d'éléments que j'ai présentés aujourd'hui se retrouvent dans d'autres terrains d'études qui ont pu être présentés aujourd'hui ou durant ces derniers mois dans le cadre des leçons de Jean-Louis Cohen, notamment le décalage temporel entre les décisions politiques et les changements stylistiques,
discours politique tolérant et une action qui ne l'est guère, proximité entre acteurs architectes qui sont davantage guidés par des sympathies humaines que par des appartenances à tel ou tel courant, la longévité de certains acteurs qui passent plusieurs changements politiques et artistiques et assurent également la continuité des modèles auxquels ils croient. En revanche, il y a bien un objet qui ne semble pas avoir d'équivalent ailleurs, le maintenant célèbre film d'Alexandre Medvedkine, La Nouvelle Moscou, réalisé en 1931 et aussitôt censuré. Film à la gloire du plan et de Staline, dont la censure, malgré les diverses explications, et je reviendrai peut-être tout à l'heure ici dans la discussion sur les explications qui ont pu être données, qui en réalité ne me satisfont pas, même si moi-même j'ai émis quelques explications. Je ne suis pas totalement encore convaincue de leur justesse. Quand bien même ce film a été réalisé dans un registre humoristique de ce projet, donc peut-être ça donnerait quelques clés de lecture. Évidemment, l'année 38 en elle-même interdit de chercher peut-être des raisons un tant soit peu rationnelles à cette interdiction. Alors, le clou du film est l'exposition, et je vous montrerai tout de suite quelques extraits, le clou du film est l'exposition du plan de reconstruction de Moscou à laquelle participent 3 protagonistes. Alyosha, un jeune ingénieur qui réalise avec ses camarades en Sibérie une maquette animée de la transformation de Moscou. La belle Zoya, commissaire de l'exposition, dont évidemment Alyosha va tomber amoureux, et le peintre Fedya, un amoureux éconduit, qui peint, ou qui essaie dans tous les cas de peindre des vues de Moscou d'avant, toujours pour la même exposition. Donc je vais vous montrer ici un petit extrait de 5 minutes où arrive le moment de la projection publique de ce projet et où survient une panne. Alyosha, qui était censé animer ce spectacle, arrive en retard et le film, qui devait être lancé, part en arrière et au lieu de voir émerger la nouvelle Moscou, le public, hilar, voit apparaître sous ses yeux la Moscou d'avant. Alors évidemment, rien que ça peut-être, ça a pu justifier la censure. Donc je vais vous montrer cet extrait, je vais laisser, il faut juste que j'échappe, je vais laisser défiler dans cet extrait 3 autres extraits pour aller vite, des extraits dans lesquels, les 3 autres extraits dans lesquels on voit justement la fabrication de la maquette en Sibérie, où on voit le peintre assis sur son balcon en train d'essayer de peindre ses vues de Moscou et qui s'écroule tout le temps sous ses yeux. Et qui commence à peindre, les bâtiments se démolissent ou bougent et donc il n'arrive jamais à capter ce paysage. Normalement, il y a du son, j'espère que ça va fonctionner. Pas de son, visiblement. Вы могли бы управлять этой моделью? Поездная карта. Пожалуйста, пожалуйста. Товарищи, простите, произошла авария. Ой, модель движется назад. Ой, ну что это? Что же это? Москва возвращается назад. Ну остановите! Остановите! Что вы делаете? Остановите! Остановите! Прекратите! Выполняя сталинский план реконструкции Москвы, московские большевики проделали колоссальную
И вот Москва, огромная строительная площадка. Не по дням, а по часам, как сказки, растут новые дома. На улице Горького, на Кировской, Дзержинской, Пушкинской, на Чкаловской. И только в одном 38 году 5 новых мостов перекинулись через асфальт. Крымский, там, где протекала речка Химка, на месте старого кирпичного завода воздвигнут Химкинский речной вокзал. А теперь посмотрите, товарищи, что сделают большевики с Москвой завтра. Новая вокзальная магистраль. Проспект Академии наук. Площадь Маяковского. Пушкинская площадь. Площадь Восстания. За Ленинскими горами в сторону Кунцева и Царицына вырастет новый район Москвы, юго-запад. Наше московское метро свяжет этот гигантский новый город с центром Москвы. Набережная Москва-реки станут лучшим архитектурным украшением столицы. Новые проспекты, прекрасные улицы, площади. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Проспект Ленина. Дворец Советов. Дворец Советов – символ величия и мощи нашей Родины. Этот план реконструкции выдвинул великий Сталин. Voilà, je pense qu'on peut terminer sur ce mot. Merci.